Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. L'extravagant Mr. Hyde. Oscar Wilde aurait confié un jour à André Gide « Voulez-vous savoir le grand drame de ma vie ? J'ai mis tout mon génie dans ma vie. Je n'ai mis que mon talent dans mes œuvres. » Il n'est pas sûr qu'on puisse prendre pour argent comptant ce bon mot, même si longtemps on ne retint de son œuvre que le portrait de Dorian Gray, son unique roman, L'importance d'être constant, une de ses comédies les plus réussies et l'émouvante ballade de la geôle de Reading, et de sa vie que l'extraordinaire basculement qui, en quelques semaines, fit de l'écrivain et du critique, star de la vie culturelle londonienne, un détenu misérable, abandonné de la plupart de ses amis, et objet d'un opprobre général pour ses pratiques homosexuelles. La vie de Wilde se termina à Paris de manière sordide dans un petit hôtel de la rue des Beaux-Arts, quelques années après avoir purgé sa peine de 2 années de hard labor. Verlaine irlandais, Wilde, vieux dandy amateur de garçons, succomba à une méningite. Au-delà de la légende, il vaut la peine de reconstituer la trajectoire de cet homme, mu par une puissance d'autodestruction. Oscar Wilde n'est pas devenu par hasard le personnage singulier que l'on connaît. Sa mère, Jane Francisca Helgi, s'était fait un nom dans les milieux nationalistes irlandais, se découvrant poétesse après avoir lu un pamphlet nationaliste et avoir assisté à Dublin aux funérailles du poète Thomas David. Sous le nom de plume de Speranza, elle fit paraître dans le journal The Nation poèmes et articles dans lesquels, tout en dénonçant la famine et l'exode massif qu'elle attribuait à l'occupation anglaise, elle appelait l'Irlande à la révolution nationale. « J'aimerais passer ma vie en fureur, la réputation conventionnelle est trop domestiquée pour moi. » Bref, la future Madame Récamier de Chelsea fut une jeune femme directe, libre, un rien affabulatrice aussi. Elle épousa le 14 novembre 1851 le docteur William Wilde, chirurgien, spécialiste reconnu de l'œil et de l'oreille. Il avait opéré de la cataracte Oscar Ier de Suède et d'autres têtes couronnées avaient recours à ses services. Il fut le chirurgien attitré en Irlande de la reine d'Angleterre qui l'anoblit en 1863. C'était un homme cultivé et un séducteur notoire dont les centres d'intérêt dépassaient largement la médecine. Comme leur fils plus tard, les Wilde eurent maille à partir avec les tribunaux. Speranza ne s'en sortit pas trop mal. En s'accusant d'être l'auteur des articles qui avaient été attribués à Charles Gavan Duffy, le rédacteur en chef de La Nation, elle en obtint la relaxe. En revanche, les démêlés du Dr Wilde accusé de viol par une de ses anciennes maîtresses cassèrent sa carrière et furent à l'origine de sa lente déchéance. William et Jane Wilde eurent 3 enfants, tous baptisés protestants. Willie, né le 26 septembre 1852, puis Oscar, le 16 octobre 1854. Elle espérait avoir une fille et tenta peut-être de corriger le hasard de la nature en travestissant Oscar. Cela se faisait à l'époque en fille. Lady Wilde finit cependant par être exaucée. Le 17 février 1858, Isola Wilde compléta ce tableau d'une famille heureuse. La mort de la petite Isola le 23 février 1867 plongea les Wilde dans une très grande affliction. Jane ne se remit jamais de l'amère tristesse qui l'envahit. « Toute ma vie est enterrée là, jetée de la terre dessus », écrivit Oscar en septembre 1894 dans un poème intitulé « Requiescat ». À partir de 1864, les 2 garçons avaient été envoyés au Collège royal de Portora. Willie parut un temps être le plus doué, Jane l'imaginant même en futur président de la République irlandaise. Mais ce fut Oscar qui s'affirma, lecteur rapide, vif, à la mémoire exceptionnelle. Ses aptitudes en firent un très bon latiniste et un annéliste hors pair. Il fut bouleversé par l'Agamemnon d'Échille. Garçon enjoué et ayant le sens de la répartie, frisant parfois l'insolence, jeune, fort en thème, se doubla progressivement d'un personnage de dandy. Au Trinity College de Dublin, Oscar eut pour mentor et modèle le révérend J.P. Mahaffy, un professeur d'histoire ancienne, polyglotte et particulièrement doué dans l'art de la conversation, un talent que Wilde possédait déjà mais qu'il développa au contact de Mahaffy. Il fut son premier et meilleur maître, confesse Oscar dans une lettre de 1893.
Il prit à cette période conscience de sa vocation d'écrivain. Sur les conseils de Mahaffy, il intégra par concours le Magdalen College d'Oxford. Il n'avait pas 20 ans et laissait en Irlande son père, déclinant, qui mourut en 1876. À Oxford, cet Irlandais bon teint fit les efforts nécessaires pour gommer toute trace de son accent gaélique. Avec Mahaffy, il voyagea en Italie du Nord et en Grèce. Ses lectures et l'enseignement d'un John Ruskin ou d'un Walter Pater sur l'art de l'Antiquité et de la Renaissance prirent la consistance d'une expérience concrète, émotionnelle et presque charnelle. Il quitta Oxford en juin 1878 après avoir réussi brillamment des examens. Bien qu'il dût renoncer à la bourse d'études à Oxford pour avoir dérogé au règlement de l'université, Wilde était rentré en retard de son périple dans l'Europe du Sud. L'université d'Oxford lui décerna son prix annuel de poésie. Le thème en était Ravenne, la ville qu'il avait visitée 1 an auparavant. Encouragé par ses prémices de reconnaissance littéraire, il s'installa à Londres. En moins de 3 ans, il réussit à se faire un nom dans la bonne société, dans les cercles cultivés. Sa conversation éblouissante, son sens de la formule, son humour et ses tenues chamarrées, ornées d'un œillet vert ou d'un héliotrope, faisaient mouche. Il cohabita un temps d'ailleurs avec le peintre Frank Miles et fut amené à fréquenter les milieux du théâtre. Il y noua des amitiés avec des comédiennes et sympathisa en 1879 avec Sarah Bernhardt. L'arrivée à Folkestone de la prêtresse du décadentisme et reine du tout Paris fut alors tenue pour un événement considérable. Bien qu'il se vît d'abord poète et critique d'art, Wilde rédigea sa première pièce, Véra ou les nihilistes, un drame en 4 actes dont la trame s'inspirait librement de la vie d'une nihiliste russe, Vera Zasulich. La pièce, déprogrammée la veille de sa création en raison de l'assassinat d'Alexandre II, ne fut montée qu'en 1883 à New York, où elle ne connut d'ailleurs qu'un succès assez médiocre. Outre ses premiers pas dans l'écriture dramatique, un recueil de poèmes lui permit de conforter sa réputation d'auteur en devenir. Mais c'est surtout la personne de Wilde qui en imposait au point que W.S. Gilbert, une sorte de pendant londonien de Jacques Offenbach, en fit l'un des personnages centraux d'un des tableaux de Patience, dont l'objet était de tourner en ridicule l'esthétisme décadent des dandys. Le jour de la première, le 23 avril 1881, Oscar Wilde, alors que le rideau tombait sur une pièce qui, à l'instar des marionnettes télévisuelles d'aujourd'hui, augmentait sa gloire tout en la tournant en dérision, confia à sa mère « La caricature est l'hommage que la médiocrité paie au génie ». Cette première période londonienne s'acheva par un voyage aux États-Unis. Concomitamment à la représentation de Patience à Broadway, on l'invitait à faire une 50aine de conférences sérieuses. Wilde devait expliquer l'esthétisme au public américain peu versé dans les subtilités des courants artistiques continentaux. Le succès fut tel qu'il en donna en fait plus de 140 à travers les États-Unis, devant des publics les plus divers, faisant même accrocher par le Canada. On attendait un historien dont on espérait se gausser, on découvrit un jeune homme de 27 ans remarquablement cultivé. Wilde remarqua que le Wild Wild West était paradoxalement plus apte à recevoir son message que les provinces de l'Est. Il eut aussi des contacts avec la classe ouvrière et les mineurs. Plus tard, il devait inspirer son essai de défense d'un socialisme humanitaire, L'âme de l'homme sous le socialisme. Ses conférences sur le thème du beau contraignirent aussi Wilde à mettre en forme ses idées. Il fit la connaissance de Walt Whitman, avec qui il sympathisa, entre poètes, et de Henry James, avec lequel le courant ne passa pas, ou encore de Longfellow. Les échos de ces tournées alimentèrent les gazettes londoniennes. Sa mère apprit certainement avec satisfaction qu'on se souvenait encore de Speranza dans les milieux émigrés irlandais du Nouveau Monde, tandis que la Chelsea Gazette annonçait même que M. Wilde s'était fait couper les cheveux. Ce voyage où il aurait, selon son expression, civilisé l'Amérique, lui avait aussi appris le rôle de ce qui ne s'appelait pas encore la publicité. Restait au jeune poète et critique à asseoir cette gloire mondaine sur quelque chose de plus substantiel. Il décida d'abord de se marier. Son choix se porta sur une jeune Irlandaise, Constance Lloyd, dont la main lui fut accordée non sans quelques hésitations le 29 mai 1884. 2 enfants firent d'Oscar Wilde un père respectable et mirent fin pour un temps aux soupçons et aux ragots alors infondés sur ses inclinations homosexuelles latentes. Le mariage n'empêcha cependant pas Oscar de franchir le pas. Las de jouer les maris et les pères attentionnés,
Il connut ses premières expériences uraniennes moins de 2 ans après son mariage. Robert Ross, le fils du procureur général du Canada, fut ainsi son amant avant de devenir un fidèle ami. Ross avait 17 ans quand il prit une part active à déniaiser ce père de famille. D'autres amants suivirent et sans doute un certain nombre de relations tarifées avec des hustlers qu'il se ferait. Le fondement solide du mariage est une incompréhension réciproque. Mais non, je n'ai aucun cynisme, seulement de l'expérience, ce qui revient à peu près au même malgré tout. Remarque Lady Windermere dans Le crime de Lord Arthur Savile. C'est l'un des contes du recueil que Wilde publia sous le titre du premier des 10 contes, Un prince heureux. En Wilde, le conteur, le raconteur surpassait le causeur et le conférencier. Ce succès inaugurait des années fastes pour Wilde. Wilde avait affermi ses réflexions esthétiques par son activité de critique d'art. Dans l'essai mis sous forme dramatique, Le déclin du mensonge, il renversait la conception traditionnelle selon laquelle l'art était imitation de la nature. Pour lui, c'était la nature ou la vie qui imitait l'art. Ainsi, contrairement aux apparences, Turner ne peignit pas le brouillard londonien, il l'inventa. Wilde était dans la droite ligne des saillies qui avaient ravi l'Amérique. Ne trouvez-vous pas que la nature ressemble à un corot ? Suivit un autre essai en forme de nouvelle sur la vie du dédicataire des sonnets de Shakespeare, Le portrait de W.H. Ces ouvrages servirent de laboratoire à la première version du portrait de Dorian Gray paru en 1890. Ce roman faustien et balzacien narre l'histoire de Dorian Gray, esthète hédoniste, dont la jeunesse et la beauté semblent devoir défier le temps. En fait, par un sortilège, c'est le portrait qu'avait fait de lui un ami peintre, Basil Hallward, qui s'avérera devoir porter les stigmates de son visage vieilli et le reflet fidèle de son âme pervertie et pernicieuse. Une seconde version plus longue parut en 1892. Grâce notamment à son sens de l'humour et à son art consommé du bon mot, il s'imposa au début des années 1890 comme un auteur dramatique de premier plan. L'éventail de Lady Windermere, créé en 1892 à Londres, fut un succès. Sa Salomé, rédigée en français, ne put cependant connaître un tel sort. Victime de la censure au prétexte qu'on y représentait des personnages bibliques, elle fut néanmoins créée à Paris en 1896 et inspira un opéra à Richard Strauss en 1904. Wilde y transposait l'histoire de la fille d'Hérode, Antipas, qui exigea qu'on lui apportât sur un plateau la tête de Yochanan, le nom donné à Jean le Baptiste. Suivit la pièce Une femme sans importance, puis Un mari idéal. Enfin, le 14 février 1895, la première de L'importance d'être constant, sans doute sa meilleure pièce, reçut un accueil triomphal. Oscar Wilde était au faîte de sa gloire. Depuis 1891, Oscar Wilde était tombé amoureux d'Alfred Douglas, un jeune lord de 21 ans surnommé Bosie par sa famille. Avec le fils cadet du marquis Queensberry, à la psychologie compliquée et retorse, il avait multiplié les virées dans les milieux homosexuels où l'un et l'autre donnaient libre cours à l'amour qui n'ose dire son nom, la chose étant alors considérée comme un crime et une grave perversion. Quel que fût le rôle ambigu voire pervers de Douglas, Wilde fut en fait l'artisan de sa propre chute. En intentant un procès au marquis de Queensberry, le père de Bosie, qui voulait soustraire son rejeton à l'influence de Wilde et qui l'accusait publiquement de mauvaises mœurs, il créa les conditions pour que l'action judiciaire se retourne contre son initiateur. Preuve à l'appui, Queensberry fit condamner Oscar Wilde à 2 ans ferme. Moralement et physiquement brisé par l'incarcération, ce dernier y rédigea De Profundis, dont le texte intégral ne parut qu'en 1962. Le procès l'avait ruiné. Sa femme et ses enfants étaient partis s'installer en Allemagne. Constance avait même décidé de changer de nom. Cependant, elle ne divorça pas. Elle envisagea même de reprendre la vie commune à condition que son mari renonce à voir Bosie, condition qui ne put être satisfaite. Quant à Speranza, elle était morte sans qu'il pût revoir une mère qu'il aimait par-dessus tout. Après cet épisode, il s'installa en France, à Berneval-sur-Mer, près de Dieppe, sous le pseudonyme choisi de Sébastien Melmoth, inspiré du titre d'un roman de Charles Mathurin, Melmoth the Wanderer. Là, il rédigea son chant du cygne, la ballade de la geôle de Reading, après avoir appris la mort de Constance. L'épave Oscar Wilde erra encore un peu, renouant un temps avec Douglas, sa vie de voyageur,
avant de trouver un dernier port d'attache à Paris où, après s'être converti au catholicisme le 28 octobre, il expira à l'hôtel d'Alsace le 30 novembre 1900. Dans un dernier trait d'humour, devant l'affreux papier à fleurs de sa chambre d'hôtel, il aurait murmuré quelques heures avant sa mort « Décidément, l'un de nous deux devait s'en aller ». Que retenir de cette vie au-delà des anecdotes, des bons mots, de son parfum de scandale ? Quelle en est la logique secrète ? Peut-être la clé est-elle à chercher dans la réflexion qu'inspire à Dorian Gray la contemplation de son portrait. Que c'est triste. Je vais devenir vieux, horrible et épouvantable. Mais ce portrait, lui, demeurera toujours jeune. Si seulement c'était moi qui devais rester éternellement jeune et le portrait qui devait vieillir. Pour cela, je donnerai tout. Je donnerai mon âme. Oscar Wilde et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en nous laissant 5 étoiles.